Des souches d'arbres, des squelettes d'arbres morts, des arbres vivants à peine agités par le vent, des nuages, de la terre craquelée, des touffes d'herbe, et derrière, le croassement, dit-on le croassement, des crapauds. Nous sommes là, en pleine Camargue, au mas de Cacharel, et nous allons retrouver un ami. Je pense qu'il est votre ami depuis septembre dernier, depuis le jour où, au mas de Cacharel, Denis Colomb de Donnan, puisqu'il s'agit de lui, nous a présenté des taureaux, des chevaux et la vie sauvage d'un pays que nous aimerions souvent connaître beaucoup mieux. Car voyez-vous, j'ai l'impression, cher Denis, que cette Camargue reste une chose assez fantastique et légendaire qu'on ignore en général, et c'est pourquoi nous sommes contents, après avoir été la semaine dernière au Sainte-Marie-de-la-Mer, au pèlerinage gitan, de venir dans la Camargue. On ignore peut-être pas, non, la Camargue, sûrement pas, mais on passe très très souvent à côté. Mes hommages, madame, excusez-moi, il faut que je sois poli tout de même. Mes hommages, madame, nous sommes ravis d'être reçus chez vous. Et j'ai le plaisir de présenter à nos spectateurs Madame Colomb de Donnan. Est-ce qu'on dit une manadière, cher Oui, oui, c'est le féminin manadier. C'est le mot. Ça compte beaucoup dans une manade, c'est un personnage important. Vous disiez donc que cette Camargue... Eh bien, on passe souvent à côté, et même des gens qui n'habitent pas très loin ne la connaissent pas, parce qu'il faut payer un peu de sa personne, il faut accepter ce que je vous disais la dernière fois, les moustiques, le vent, la boue, et puis s'écarter des routes, et avoir du temps, et peu de gens ont du temps. Et alors, nous sommes donc ce soir dans un mas. Un mas, qu'est-ce que c'est? C'est un grand domaine? Oh, tout le monde sait ce que c'est qu'un mas, c'est une ferme et son territoire. Et nous en profitons maintenant pour jeter un coup d'œil. Il est 9h moins le quart. C'est l'heure, je pense, où les gardiens rentrent du travail. Oui, c'est l'heure à cette époque-ci, à cette heure-ci. On rentre en général avec la fin du jour. C'est le jour qui guide, n'est-ce pas? En hiver, on rentre plus tôt, donc maintenant, c'est l'heure. Et la longue ligne noire que nous voyons passer? Et la longue ligne noire que nous voulons passer... Ce sont les taureaux. Ce sont les taureaux au loin, naturellement. Les taureaux, maintenant, nous les avons dans des herbages qui ne sont justement pas très éloignés d'ici. Et ils vont aller dans le marais tout à l'heure. Et ils passeront la nuit là. Et le travail du gardien, tout particulièrement, c'est de les laisser en bonne place pour la nuit, pour qu'ils ne dérivent pas trop dans la nuit, qu'ils n'aillent pas vers des endroits, vers des territoires qui ne sont pas les nôtres ou qui sont cultivés. Parce que cela peut arriver aussi, on vient nous réveiller au milieu de la nuit et nous dire que les taureaux dévastent. Ça, c'est la vie de manadier. Alors les gardiens, donc, viennent d'envoyer cette grande manade. Il y a combien de têtes de bétail? Une centaine, sans doute? Oh, il y en a plus. Là, il y a près de 250 bêtes, mais il y a une bonne partie des bêtes qui appartiennent à mon oncle Aubanel, l'auteur vous l'avez vu récemment à la télévision, de Je suis manadier. Oui, Aubanel qui est un nom. Aubanel qui est un grand nom ici. On lui doit beaucoup dans ce pays. Je regrette d'ailleurs beaucoup qu'il ne soit pas présent à cette émission. Maintenant, voilà vos gardiens qui rentrent. Eh bien, ils rentrent vers le corral. Nous appelons ça un bouvao dans le pays, n'est-ce pas? Oui, le corral, c'est le mot Far West. Oui, c'est le mot Far West. Le mot du pays, c'est bouvao. Ça vient de bœuf, de bio, de bœuf. Hein? Mais non, dites-moi, ces gardiens. Taureau, plus exactement. Ces gardiens, ce sont des personnages que l'on connaît mal. Il y a une immense légende autour d'eux. Je les connais un petit peu mal, bien sûr, pour les voir quelques jours quand je viens ici. Je sais que ce sont des hommes solides, rudes, courageux, oui, gentils d'ailleurs et très fins même. Mais d'où viennent-ils? Qui sont-ils, ces gardiens? Eh bien, c'est quand même un métier d'amour parce que c'est un métier qu'il faut aimer. À notre époque, ces garçons-là peuvent faire autre chose et certainement mieux gagner leur vie. Et s'ils sont gardiens, c'est parce qu'ils ont ce métier dans le cœur, et comme nous autres manadiers, disons-le. Parce qu'après tout, ça leur demande un certain nombre de qualités qui relèvent de l'instinct et aussi beaucoup de l'intelligence. Il faut le dire, c'est pas un métier d'imbécile, loin de là, et dans ces conditions, ces gens-là pourraient travailler ailleurs. S'ils le font, c'est parce que ils ont au cœur de le faire, et beaucoup d'entre eux sont fils de gardiens et de père en fils, comme François Perrier, mon bail gardien, qui est fils de dresseur de chevaux, ou alors d'autres sont venus là après avoir de génération en génération beaucoup monté comme premier amateur gardien, et puis les temps sont devenus durs et d'anciens propriétaires terriens quelquefois
comme mon ami Charles Guillaume, qui fait partie maintenant de la direction du Mas, eh bien, est aussi venu au gardiennage par amour. Il avait des terres, et à force de suivre les taureaux, il n'en a plus. Dites-moi, les chevaux que nous venons de voir entrer à l'écurie, là, ce sont des chevaux camarguais. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces chevaux camarguais? C'est une race très particulière? Ce sont des chevaux dont la race, on retrouve ces chevaux dans les cavernes. C'est le même problème que le taureau, c'est le cheval sous sa forme la moins évoluée, c'est le cheval de la préhistoire. Il a scientifiquement un intérêt certain. Il a pour cousin certains chevaux de steppe russes, enfin là je pourrais vous en parler très longtemps. C'est un cheval d'une rusticité inconnue dans le monde, certainement. C'est un cheval qui vit dans le marais, dans la boue, qui boit des eaux plus ou moins saumâtres et qui s'en contente souvent, c'est parce qu'il y a de meilleurs d'ailleurs, qui lutte en hiver avec une végétation pauvre, une race qui devient très forte, on ne s'occupe pas des naissances, les étalons sont libres, et de mère en fille, les juments ne sont jamais capturées, elles sont une fois seulement renversées dans leur vie pour être marquées au fer rouge à l'empreinte du manadier. Mais en vérité, elles s'appartiennent comme les taureaux beaucoup plus à elles-mêmes qu'à leurs propriétaires. Nous venons de passer derrière la salle dans le Mas, nous venons de passer dans un endroit qui est extrêmement important pour vous, c'est la sellerie. Et dans cette sellerie, justement, je voudrais que nous jetions un coup d'œil sur les selles camarguaises. On peut la sortir, là? Pour la présenter bien à la caméra? Voilà. C'est ma selle, tenez, justement. Bien, la selle Camargue, contrairement à ce que beaucoup croient, c'est une selle très classique. C'est la selle française, c'est la selle à piquer. Elle s'est un peu alourdie ici, c'est devenu une selle de pâtre. Et notre manière de monter, c'est la manière la plus classique du monde, c'est l'ancienne manière de l'équitation utilitaire. C'est cela. La jambe longue. Ici, on la voit par-dessus. Si on la présente de profil, les spectateurs vont voir, j'ignore tout des termes que vous utilisez, comment s'appellent ces parties extrêmement solides qui enferment le cavalier? Ah, le panneau et le tousquin, comme sur toutes les selles, seulement elles sont beaucoup plus hauts. On est enserré. D'ailleurs, il faut l'être. D'ailleurs, pour les longues marches, c'est plus pratique. Et puis, quand on manie le trident, eh bien, pour arrêter un taureau, on a besoin d'être vraiment tenu dans sa selle. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que le cavalier a la possibilité de se retourner dans tous les sens en restant absolument fixe, comme s'il était vissé à son cheval. Ah oui. Puis alors, derrière les taureaux, les chevaux font des changements très brutaux, et c'est très important. Alors on monte ou à cru chez nous, ou en selle gardienne, suivant le travail. Exactement. Alors derrière, je vois vos initiales, D et C, oui. Et l'étoile à 7 branches, que nous allons retrouver d'ailleurs dans Oui, c'est l'emblème de ma manade, c'est le fer auquel je marque mes taureaux et mes chevaux. L'étoile à 7 branches, l'étoile du Félibrige. Hein? Eh bien, maintenant, si vous voulez, nous allons nous diriger dans une autre partie du Mas, car je pense qu'il serait bon de présenter aux spectateurs dans un instant, en quelque sorte, une nature morte de la Camargue. Je veux dire, quelques-uns des objets que l'on retrouve toujours dans vos mains, les objets qui servent à faire, à vous et à vos gardiens, ce métier de la Camargue. Journellement. Allons-y. Alors justement, nous voyons vos gardiens qui rentrent, le travail fini. C'est François Perguy que nous allons voir dans la sellerie. Oui, et Charles Guillaume qui est là, Charles Guillaume, mon ami, qui est là. Et s'il fallait compter les kilomètres qu'il a fait dans sa vie auprès du marquis de Baroncelli, et auprès de tous, il y en aurait beaucoup, parce que Charles, c'est plus un poulain, mais... Je pense qu'il est important de dire une chose d'ailleurs, c'est que cette émission se passe en direct en ce moment et qu'il est vraiment 9h moins 10 ou moins 5, je n'ai pas ma montre sur moi, mais que ce n'est absolument pas de la mise en scène que nous faisons. Tous les soirs à cette heure-là, quand la nuit finit de tomber complètement,
on voit rentrer François Ah bien, Perrier c'est et ce que vous Charles nous Guillaume. avez demandé. Vous nous Et avez ils demandé viennent- de ne pas changer nos habitudes. Je me suis aussi moi-même demandé si ça aurait un grand intérêt pour le téléspectateur, donc vous voyez les choses comme elles sont. Non mais je veux À dire part que... qu'il y a pas mal de matériel quand même dans la pièce, disons-le. Et qu'effectivement, Charles Guillaume et François Perrier, tous les soirs, viennent dîner là, à côté Oui, de vous. oui. Eh ben, on voit un peu ce qui s'est passé pendant la journée, hein. Eh bien, voulez-vous que maintenant, nous passions de la nature morte qui est sur la table, puisque nous y trouvons du poisson, des cerises, enfin, le repas de François Perrier et de Charles Guillaume, et que nous passions maintenant sur une autre nature morte, sur les objets que nous avons réunis ici. Et tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, bien sûr, une tête de taureau. C'est une tête, une tête d'un squelette de taureau, Oui, c'est un car métal, c'est bien exactement. suffisant. Il aurait été difficile, je pense, de faire entrer un taureau ici, et je Oui. n'aurais pas tellement tenu à faire l'émission dans ces conditions. Mais je pense qu'il est intéressant de montrer justement, à l'échelle humaine, si je peux dire, la solidité et la force des cornes du taureau camarguais, qui sont des cornes relevées en l'air, à l'inverse du taureau espagnol. Oui, et ce sont les cornes en lyre, c'est le taureau antique, c'est le taureau crétois, c'est le taureau de la préhistoire, voyez-vous, c'est cornes en lyre, alors que le taureau espagnol part devant. Mais il ne faut pas parler de force, il faut surtout parler de rapidité. Ces taureaux sont certainement, je crois, parmi les plus rapides du monde, sinon les plus rapides. Et ils arrivent donc par leur rapidité, par leur nervosité, par leur influx nerveux, à une brutalité que n'exercent pas d'autres taureaux. Il est étonnant de voir que des taureaux espagnols en arène de Nîmes n'ont jamais autant détruit les pistes en bois, la contre-piste, c'est-à-dire l'enceinte de bois, comme l'a fait un taureau comme Vovo, qui était un taureau célèbre, le taureau des Saintins, le taureau appartenant à mon oncle Aubanel, dont je vous parlais tout à l'heure, est un taureau légendaire. Ici, vous savez, un taureau, c'est beaucoup plus... Un grand taureau, c'est beaucoup plus connu, beaucoup plus important que n'importe quelle grande vedette de cinéma. On a sa photographie dans sa maison, hein, et ce n'est pas simplement un sport, une distraction, non, c'est la totalité de la vie en dehors du nécessaire, de ce qu'il faut faire pour la gagner. Et ces gens-là, on les appelle des aficionados. On est responsable auprès d'eux de sa manade, hein, s'ils sont pour vos couleurs, s'ils sont pour votre manade. Nous sommes 42 manadiers. D'ailleurs, ces taureaux sont fortement décorés. Les petites cocardes qui sont là, ce sont... Non, ça c'est fortement décoré, non. Quand nous faisons un concours de manade, quand différents taureaux courent de différentes manades, on éprouve le besoin de leur mettre un faux de ruban, qu'on appelle un garrot, aux couleurs du manadier. N'est-ce pas? Alors, chacun a ses couleurs. Les miennes sont blanches et grises, d'autres... Celles de Baroncelli sont rouges et blanches. Et vous savez que j'ai un peu l'impression que nous faisons ici une émission célèbre à la télévision, une émission de Pierre Sabat qui s'appelle le Magazine des Explorateurs. Ah oui. Vous ne connaissez pas la télévision car vous n'avez pas l'électricité. Nous ne sommes pas en Afrique. Mais on a un peu l'impression... pas des sauvages. Mais oui, mais nous avons un peu l'impression qu'on ramène des objets d'un pays aussi loin que l'Australie, et effectivement la Camargue, qui se trouve à quelques kilomètres de Marseille et d'Avignon, est un pays très éloigné, trop éloigné pour les Français. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que des touristes français aient l'occasion d'y venir. C'est un pays proche, au fond, mais que même l'accès en est difficile. Hein? Et c'est un bien, parce qu'il n'existerait plus si l'accès n'en est pas difficile. Et c'est un bien que ceux qui veulent le visiter doivent un peu payer de la personne. Profitons-en pour jeter un coup d'œil sur les étriers, qui sont des étriers très particuliers, en ce sens qu'ils sont extrêmement profonds. C'est l'étrier moyenâgeux. On appelle ça un panier à salade. C'est l'étrier moyenâgeux. Mais l'important pour le cavalier, bien sûr, est de pouvoir... il a son avantage. On est rarement pris par le pied. Ce qui est le plus dangereux, c'est d'être pris par le pied. On est rarement pris par le pied avec ces étriers. C'est pas une protection, au contraire, contre les cornes de taureau, mais c'est plutôt pour ne pas passer le pied. Hein? Je voudrais maintenant, s'il vous plaît, que nous jetions un coup d'œil sur cet outil-là. Ah ben ça, c'est une marque à feu. On appelle ça une grazille. Alors, en somme, ce sont les 7 branches de l'étoile. C'est cela. Alors, elles sont uniquement représentées par une barre, parce que si elles étaient entièrement décidées en étoile, elles brûleraient, elles feraient une énorme plaie au lieu... Et c'est avec cette marque à feu que vous marquez vos taureaux. Ah oui. Car chacun des manadiers a, en fait, voulez-vous que nous déroulions ce rouleau pour jeter un coup d'œil dessus? Chaque manadier a non seulement un signe ou une lettre ou une forme particulière qui représente... Émile Billot, Lescaut,
Ça s'appelle des escoussures. Guillerme, Pouli, Ça s'appelle Fabre-Maillan. des escoussures, c'est Ah ça. oui, Fabre-Maillan. Fabre-Maillan, alors, a une marque proche de la mienne. Là aussi, il doit la cette branche qui est alors inscrite dans un écusson. C'est cela. C'est la malade Ferraud, alors Ferraud est aussi un saint. Mais il y a aussi autre chose. Nous voyons sur cette image des oreilles de taureau qui sont découpées d'une certaine façon, car non seulement vous portez la marque sur la croupe, je crois. Ah oui, parce que les troupeaux se mélangent souvent. Hein. On en fait ce qu'on veut jusqu'à un certain point, et dans la nuit ils se mélangent, il faut quand même que nous ayons des points de repère. Alors quelquefois la marque peut s'effacer si le fer n'était pas juste à la chaleur voulue, ce qui arrive, eh bien alors nous pouvons nous repérer aussi à l'escoussure des oreilles, c'est-à-dire aux entailles qui ont été faites d'une certaine forme d'ailleurs dans les oreilles du taureau. Alors ce tableau les représente. Les entailles de vos taureaux à vous, sur les oreilles de vos taureaux, quelle est l'entaille? Nous la voyons. Ah ben, on appelle ces entailles des aramons, suivant leur forme. Hein, vous, il y a une entaille en biais, oui. Une entaille en triangle sur une des oreilles, oui. Et une entaille en longueur. Si alors, je peux dire, vous voyez, ce qui est corps. Intéressant, c'est de voir le tableau en général. Vous avez Yonnet, Renault, c'est une très vieille manade, voilà. Ils ont une escoussure typique. Mais alors, dites-moi, rappelons une chose, les bêtes, vos bêtes, elles sont toujours en train de se promener dans la nature, dans vos terres, d'une façon générale, à moins de temps. Ah non, mes terres, attention, mes terres, moi, sont réduites, elles ont besoin d'immenses territoires, et ces territoires appartiennent en grande partie, en majeure partie, à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, sont des territoires communaux, absolument. Et c'est pour ça que nous estimons que ces taureaux sont aussi ceux de la population des Saintes-Maries-de-la-Mer, et nous sentons que si nos taureaux, nous en sommes responsables vis-à-vis d'eux, et s'ils font bien, ils sont contents, parce qu'ils sentent que ce sont un peu leurs taureaux qui ont bien marché. Alors ce qui fait que nous avons aussi quelquefois des chances de nous faire critiquer un peu plus que les autres, mais ça nous est égal. Il y a un taureau sur lequel nous pouvons jeter un coup d'œil sans aucun danger pour le caméraman. C'est un taureau qui se trouve ici, au Mas, dans l'écurie, depuis 1 mois et demi environ. Car il est tout jeune. Ah oui, mais ça c'est une exception. S'il avait perdu sa mère s'est noyée, elle s'est emplagée, c'est-à-dire qu'elle s'est enlisée sur les bords du Rhône, ça arrive, et nous avons rattrapé le veau, nous l'avons poursuivi à cheval, et nous l'avons ramené. Alors comme ce veau, nous appelons ça, dit qu'ils ont fait de très bonne famille, c'est-à-dire une famille très combative, parce que nous connaissons les familles, suivant la forme des cornes, et nous savons, parce que dans les petites courses de village, nous faisons courir aussi les vaches pour les amateurs, et nous savons qu'elles sont combatives, que donc ce taureau risque d'avoir bon sang. C'est donc un futur bon taureau. Ah ça, on ne sait jamais à l'avance. Et ce taureau, voilà ce qu'il sera devenu dans quelques années. Je dis dans quelques années, en fait, un taureau d'âge moyen, un taureau de combat, un taureau qui est prêt à aller participer à vos grandes fêtes locales, il a quel âge? Ah ben il y a une hiérarchie dans les courses. Les petites courses de village, et puis les grandes courses dans les grandes arènes. Un taureau célèbre peut amener 16 000 personnes, comme c'est arrivé pour Beauvau aux arènes de Nîmes. Et à ce moment-là, c'est un taureau qui a pour le moins 6 ans. 6 ans. Oui, 5 ans, 6 ans, pour le moins. Un taureau commence vraiment sa carrière à 4 ans. Et il pèse quel poids? Oh, c'est très variable, c'est très variable. Et en fait, est-ce qu'il n'y a que le poids qui compte? Il y a aussi la combativité, l'agilité, l'astuce du taureau. Le poids ne joue pas, ce sont des taureaux très rapides. Vous savez, c'est le plus ancien jeu du monde, il est probable que c'est la... Excusez-moi de vous couper, mais il a ce site très particulier en Camargue, il faut le répéter, qu'il n'y a pas de mise à mort des taureaux. Ah non, pas du tout. C'est-à-dire que la mise à mort est quand même un jeu relativement récent, je vais faire sauter beaucoup de gens, tandis que la course provençale est un jeu très ancien, on le retrouve sur d'anciennes frises. On dit même que les origines, les origines sont mitriaques, enfin c'est ça. Mais là-dessus, mon oncle Banel serait beaucoup plus fait. Et ce taureau, actuellement nous voyons une image, une photographie qui vient d'Arles d'ailleurs, c'est une photographie d'un photographe d'Arles. De Georges, qui est un excellent photographe d'Arles. Oui. Sur lequel on voit le triage d'un petit taureau, et on voit le travail justement de ce trident, de cet immense pic terminé par 3 points. C'est un merveilleux vanadier de tradition, c'est Casimir Reynaud qui donne ce coup de trident.
Et c'est véritablement, on peut dire, l'exemple de tous les gardiens qui sommes là. Maintenant, je voudrais qu'on jette un coup d'œil sur une autre image qui est importante, c'est l'image d'une abrivade. L'abrivade, c'est, quand il y a de grandes fêtes, l'arrivée de tout un troupeau de taureaux dans un village, c'est cela? Eh bien, c'est un jeu très ignoré. Ça aussi, c'est un aspect de la Camargue qui est ignoré. On voit toujours le gardien avec, soi-disant, une guitare, la gitane, enfin un tas de choses merveilleuses qui, au fond, n'existent pas. Par contre, la brivade est une manifestation très dangereuse, très violente, très passionnée, qu'on pratique encore dans tous les villages, dans la plupart des villages, tous ceux qui entourent la Camargue, et non sans risque, puisque presque chaque année même, il y a eu accident mortel. Nous tâchons, nous, de forcer nos taureaux à grande allure à cheval vers les chorales de la Reine, vers le boulevard de la Reine, et la population s'y oppose. Pour cela, on a négocié avec elle au cours de l'hiver, et elle nous a loué cette abrivade et cette bataille contre nous. Inutile de dire que tout est permis. Tout est permis. On a beau être de bons amis. Pendant la brivade, il y a un mouvement de révolution qui souffle et on charge. On peut faire les piétons, essayer de faire tomber les chevaux. Et ça si nous ne rentrons pas, nous courons la campagne derrière nos taureaux. Et tout se termine par ce qu'on appelle la course à la cocarde, c'est-à-dire que les rasetteurs, munis d'une sorte de petit canif, doivent... Non, canif, enfin, non. Je dis un canif, je sais pas On le appelle mot. ça un crochet, c'est une série de crochets en métal que l'homme a en main et avec lesquels il peut sectionner la corde, d'abord des cocardes et les enlever. C'est cela, la cocarde qui est accrochée au front du taureau et qui lui permet de gagner. Absolument. Maintenant, jetons un dernier coup d'œil, si vous voulez, sur une photographie de vous. Vous savez qu'il y a près de 600 courses à la cocarde dans une année. Jetons un coup d'œil sur une dernière photographie de vous, qui est une photographie que vous ça, avez faite lors du film. Crin Blanc. C'est une des photos du combat d'étalons. Enfin, oui, les étalons se battent pour les juments. Ça, c'est classique. Au printemps, quand deux chevaux sont de même force, eh bien, il faut qu'il y en ait un qui gagne. D'ailleurs, entre les taureaux, c'est bien la même chose aussi. Alors, il vaut mieux veiller, parce qu'il n'y ait pas de chevaux de même force, parce qu'il risque d'y en rester un. S'il vous plaît, je voudrais que nous redisions un petit mot rapide, avant de continuer de nous promener chez vous, je voudrais qu'on redise un petit mot rapide sur les courses. Car ces courses, il ne faut pas oublier de le dire, elles sont extrêmement dangereuses, et les rasetteurs sont des garçons extrêmement courageux, d'une agilité et d'une puissance étonnante, et comme ils ont l'air souples et bondissants, on ne pense pas qu'ils sont en danger. Mais écoutez, moi je suis très amateur de course espagnole, je ne vais pas établir de parallèle parce que je trouve la course espagnole un spectacle d'une brillance admirable, mais toute proportion gardée, la course provençale est plus dangereuse, il suffit de se livrer à une petite enquête, et il y a un nombre d'accidents considérable. Vous comprenez, ces hommes essaient d'enlever cette cocarde, il faut qu'ils passent dans les taureaux qui sont habitués à poursuivre l'homme, qui sont sélectionnés pour poursuivre l'homme, alors que les taureaux de la course espagnole, eux, sont pour la première fois avec un homme en face d'eux. C'est très différent. Eh bien, j'aime les deux. Maintenant, s'il vous plaît, nous allons continuer à nous promener. Je pense qu'il serait bon d'ailleurs, je pense qu'il serait bon de fermer le moustiquaire. On dit le moustiquaire ou la moustiquaire? La moustiquaire. La moustiquaire. C'est aussi un personnage important. Le moustique est un personnage très important en Provence, en Camargue particulièrement, et il commence ces jours-ci d'ailleurs à faire sa réapparition. Il y en a en printemps surtout et en automne. Quelques-uns en automne, quelques-uns au printemps. Hein. Fermons la moustiquaire et repartons nous promener. Nous n'avons pas trop quand même à Cacharel. Oui, ce que je voudrais, c'est que, par la fenêtre, là, nous jetions un coup d'œil sur une partie de la propriété de Cacharel, qui est là, un peu plus éloignée, et qui est une partie importante que vous appelez le club. Et c'est dans ce club que vous donnez l'occasion à des amis de pouvoir trouver les émotions de la Camargue. C'est un bien grand mot. Non, c'est tout simplement une petite annexe du Mars, où je peux recevoir 6 à 7 cavaliers au maximum, qui mènent la même vie que celle que nous menons ici. Alors, naturellement, ils ont un certain confort, mais enfin, quand même, il faut qu'ils aillent dans le Marais s'ils veulent voir quelque chose, il faut qu'ils mènent la même vie. C'est cela, ce que vous disiez tout à l'heure, il faut se donner du mal pour visiter la Camargue, pour la connaître et pour l'aimer. Et alors, on voit un tas de choses qu'on suppose ne plus exister si près, comme vous le disiez, de la vie classique de notre époque. Et par exemple, actuellement, ce gigot qui est rôti à la broche,
encore une fois, c'est pas du tout de la mise en scène, c'est pas du cinéma. Ah oui, ça va mal d'ailleurs. C'est une chose qui arrive fréquemment. Oui, oui, parce que c'est bon, hein, c'est très bon. Cuire au bois, c'est meilleur que de les faire cuire au gaz butane, hein. Alors, on les fait cuire au bois. D'ailleurs, ici, on n'a pas l'électricité. Hein. Et ce que je voudrais savoir, c'est les personnes qui viennent ici, par exemple. Tiens, les voilà qui rentrent. Ces promeneurs qui rentrent, qui ont été se promener cet après-midi, Oui. ils ont été se promener un peu loin sans doute parce qu'ils rentrent. Oh oui, ils ont fait 40, 50, 60 Mais les km. chevaux connaissent très bien le terrain, ils ne risquent pas de s'embourber dans un marais. Ah non, on a d'autres chevaux, on a 100 Ces chevaux. personnes alors, qui viennent retrouver la Camargue, elles viennent pourquoi? Pour faire du Far West? Eh bien non, vous voyez, ça paraît bizarre, et bien pas du tout. Là, on se trompe. Les gens qui viennent d'ici, ils viennent d'abord parce qu'ils ont envie d'avoir un peu la paix. Ils ont envie de pouvoir se reposer, d'oublier leurs soucis. Et puis, ils sont contents de retrouver un contact avec la nature. Et s'il y en a certes, oui, il y en a peut-être quelques-uns qui passent par une époque Far West. Pendant quelques jours, ils éprouvent le besoin de se déguiser, mais c'est rare, il faut le dire. Ce sont surtout des chirurgiens qui viennent, et ces gens-là sont auprès des réalités pour s'amuser à ça. Oui, en fait, ils y trouvent du plaisir. Vous me disiez d'ailleurs hier une chose qui est intéressante, c'est que, en dehors des touristes, les enfants qui habitent la Camargue, les enfants qui sont des enfants d'ouvriers ou Mais ça ne dure pas, les gens qui se déguisent. ils retrouvent du goût au cheval, alors que Ah les oui, gens sont un peu ça c'est perdus. ma grande joie de voir dans les Saintes, par exemple, des enfants qui réclament, au lieu de réclamer une motocyclette, ils réclament un cheval. Ils disent, tu m'offriras un cheval, tu me donneras un cheval. Je suis sûr que leurs parents les leur donneront et que ce pays qui était un pays de cheval va le redevenir. Va le redevenir parce que, certes, les malades sont restés, elles sont demeurées, mais il faudrait que aussi les gens qui ne pouvaient pas s'en offrir les dernières années puissent avoir des chevaux de Camargue, qui sont d'ailleurs faciles d'entretien, et puissent... Mais alors justement, à propos de cheval, je voudrais que nous en arrivions, non pas à la conclusion, mais au dernier paragraphe de cette petite promenade chez vous. Entre parenthèses, je vous remercie de nous avoir accueillis, on est ravis d'être venus se détendre un petit peu ici. Coulé, oui. Vous avez, je crois, un grand projet. Vous avez toujours oui. projet, vous avez toujours des projets de films, d'entreprises, 42 heures de votre Entreprise maison. est un grand mot. Non, de votre maison, vous allez bien vous occuper de photos, de beaux livres sur la Camargue. J'ai des passions. Mais vous avez actuellement une passion qui est une chose très différente. Vous voulez, je crois, recréer une chose qui a disparu. Non, ça, c'est pas une passion, c'est le grand but. C'est le grand but que je vise. C'est d'arriver à créer une manade suffisamment grande pour pouvoir dire maintenant que la race est en sécurité, la race de chevaux Camargue, et reprendre les grandes transhumances qui sont oubliées depuis un siècle vers les territoires de Cévennes, ces territoires extraordinairement beaux où certains gens font encore leur pain eux-mêmes. Eh bien, pendant si nos chevaux montent là-haut, nous les montrons par les anciennes voies romaines, à cheval, à quelques cavaliers, nous montrons cette année, nous commencerons par emmener une quarantaine de chevaux et juments, et ils vont passer 3 mois là-haut, 3 mois dans des territoires admirables, avec une très belle herbe, et ils prendront beaucoup de force, ça leur donne un changement d'air, disons-le, et c'est une vieille tradition qui était oubliée. Là-haut existe encore le mas de la Camargue. Nous mettrons 5 jours pour aller là-haut, et si tout va bien, dans 10 ans d'ici, en cette époque de Montbatobique, eh bien, on pourra remonter à une manade complète et arriver à près de 200 chevaux. Et ça, c'est le but de ma vie. Vous savez, c'est beau un grand troupeau de chevaux. Nous en avons une centaine, mais un grand troupeau qui pourrait transhumer, c'est beau. Je crois justement que c'est sur ces derniers mots que nous pouvons conclure. Et puis, c'est notre vie, c'est notre métier. C'est retrouver justement, dans le sens du métier des manadiers et des gardiens de Camargue, un goût et un amour de ce pays et des animaux qui disparaît peut-être un peu trop souvent devant le goût des automobiles ou des inventions extrêmement modernes qui enlèvent peut-être de la poésie et de la sincérité aux choses de la terre. C'est de la poésie en action, voilà. C'est notre métier. Notre métier n'est pas de faire de la poésie, mais la poésie est ce qui nous permet de continuer notre métier avec amour.